Infiniment, Monsieur le Trésorier général, Si Nourdine Bensouda, et Monsieur le Président, Madame la Secrétaire générale de Fondafip et toute l'équipe de la Trésorerie générale du Royaume pour leur amitié et leur confiance chaque année. Je vais essayer en 20 minutes de vous parler un petit peu de l'expérience par rapport au financement du système de santé, le cas marocain. Évidemment, de temps en temps, je mettrai ma casquette de médecin et de temps en temps, je mettrai ma casquette d'économiste de la santé. Et vous verrez que ce n'est pas toujours évident. Alors, est-ce qu'il faut d'abord réformer notre système de santé et ensuite le financer, ou il faut d'abord financer, augmenter les dépenses et ensuite donc le réformer? C'est la question de l'œuf et de la poule, et vous verrez tout à l'heure quel est mon point de vue à ce sujet au vu des données que nous avons dans le contexte marocain. Je vous rappelle le système de santé marocain en 2021, c'est 3 grandes catégories avec le secteur public, le secteur privé à but non lucratif et le secteur privé à but lucratif, avec en haut le libre choix. Notre constitution nous donne le libre choix, mais vous allez voir que ce libre choix, il est déterminé par autre chose que l'accès aux services de santé, et vous verrez que le principal acteur et dépenseur du système de santé au Maroc, c'est le citoyen et ce n'est pas l'État. C'est le citoyen qui est le principal acteur de la dépense de santé. On va le voir dans quelques instants. Je voudrais rappeler les enjeux politiques avec 3 dates importantes des discours de Sa Majesté le Roi. Déjà en 2018, il ne demandait pas la réforme du système de santé. Sa Majesté demandait la refonte du i'adat nadar. Ce n'est pas la réforme, mais la refonte du système de santé. 2019 également. 2020, l'importance de la couverture sanitaire universelle. Et en octobre 2021, au Parlement, Sa Majesté insistait auprès du nouveau gouvernement, encore une fois, pour la couverture, la protection sociale et la mise en place des recommandations de la commission spéciale du nouveau modèle donc, de développement. Donc il y a des orientations royales, il y a des décisions très fortes, importantes pour le pays, et ensuite on va voir un petit peu leur mise en œuvre. Alors d'abord, voyons la contribution directe des ménages dans les différents pays pour avoir un ordre de comparaison. Ça, ce sont les pays de l'OCDE, et on va voir un petit peu quelle est la moyenne. La moyenne est aux alentours entre 19 et 20% de contribution directe des ménages aux dépenses donc de santé. On va voir également la performance des systèmes de santé. Est-ce que la performance des systèmes de santé à travers le monde est liée à leurs dépenses de santé, est liée au pourcentage du PIB pour la santé? Et vous allez voir que dans la majorité des classements qui existent à l'échelle mondiale, ce n'est pas relié. Ce n'est pas parce qu'on dépense plus dans la santé qu'on a un meilleur système de santé, qu'il est plus équitable, plus accessible. L'exemple le plus typique, c'est celui des États-Unis. Et même la France, qui est un très bel exemple social, vous le voyez bien, dans tous les indicateurs de performance, la France n'est pas le pays, je suis désolé pour mes amis français que j'aime beaucoup, ce n'est pas le meilleur système de santé par rapport à un certain nombre d'indicateurs de performance. Clairement, et en fonction du classement de l'OMS, de l'OCDE, d'un certain nombre d'éléments. Si nous prenons l'équité, si nous prenons l'accessibilité, si nous prenons l'espérance de vie, si nous prenons les dépenses en santé. Alors, j'aime bien ce classement aussi, c'est un dernier classement et qui a pris un certain nombre d'indicateurs. Regardez, ce sont des indicateurs financiers, mais des indicateurs également donc sanitaires. Et vous voyez que dans ce classement, les verts, on leur donne 2 points, les blancs, on leur donne 1 point, et les rouges, on leur donne 0 point. Et les pays qui sont les mieux classés, c'est par exemple la Corée du Sud et le Japon. L'Espagne est en 4e en tant que modèle, mais la France, sur ces pays, est en 12e à travers le monde. Si vous prenez un mélange d'indicateurs financiers, purement économiques, et des indicateurs sanitaires, et vous verrez que le Maroc, malheureusement dans ce classement, est bien loin derrière. Tous les classements, évidemment, ont des avantages et des inconvénients en fonction des critères que nous utilisons. Cette étude qui a été publiée par une équipe de Oujda, une équipe marocaine, professeur Hassani et collaborateurs en 2020, a essayé de comparer le Maroc par rapport à un certain nombre de pays comparables, on va le dire, si on peut ainsi s'exprimer, en fonction également des dépenses globales donc de santé et en fonction d'un certain nombre d'indicateurs comme l'espérance de vie, comme la mortalité maternelle et infantile, comme l'accessibilité aux services donc, de santé. Et vous allez voir en bas dans le pourcentage des paiements directs, c'est-à-dire la contribution, ce qu'on appelle le out of pocket, la contribution du citoyen aux dépenses de santé, qui était à l'époque à 50,7. On va voir les derniers chiffres des comptes nationaux de santé au Maroc qui sont assez intéressants à analyser.
Alors, si vous voyez la performance du système de santé marocain, si vous le voyez par rapport à l'Organisation mondiale de la santé, et le Maroc, il faut féliciter ce que le Maroc a fait en matière de programme de santé publique, nous sommes classés 29e à l'échelle mondiale, si vous parlez des programmes de santé publique. Par contre, si nous analysons l'équité, l'accessibilité, la couverture sanitaire universelle, qui est un thème important pour ce gouvernement actuel, eh bien, vous voyez, malheureusement, il y a une étude publiée en 2016 dans le Lancet, le Maroc est classé à la 109e place mondiale, si on parle d'équité, d'accessibilité et de couverture sanitaire universelle. Donc, il y a un travail extrêmement important à faire à ce niveau-là, de comprendre pourquoi, quels sont les déterminants. Avant de parler de financement, on va le voir en détail dans quelques instants. Et avant de voir le financement, voyons la performance de notre système. Voyons non pas la production de notre système, mais voyons la productivité. Par exemple, regardez le nombre d'actes de chirurgiens, le nombre d'actes de chirurgie par chirurgien dans les hôpitaux publics avec une médiane de 165 et avec une disparité régionale extrêmement importante. C'est-à-dire en moyenne, un acte de chirurgie en moyenne tous les 3 jours. Ça, c'est un exemple. Je vous donne un autre exemple, le nombre de consultations médicales par médecin et par an. Si vous comparez, nous sommes à une médiane de 760. Si vous la comparez aux pays de l'OCDE, c'est 3000. Et donc, c'est important de voir qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous produisons, qu'est-ce que nous donnons à notre système de santé, qu'est-ce que nous donnons comme soins aux citoyens avant de parler de la problématique du financement. Le financement est un outil, mais avant de parler du financement, il faut régler un certain nombre d'autres points. Regardons les dépenses par bénéficiaire de l'AMO. Ce sont les chiffres de l'ANAM 2018. Et regardez entre le secteur public et le secteur privé. Les dépenses, toujours, toutes choses par ailleurs étant égales, entre le secteur public et privé. Et regardez l'écart extrêmement important par bénéficiaire de l'assurance maladie obligatoire. Regardez également ces chiffres de dépenses donc, de l'AMO entre 2013 et 2018. Par rapport au secteur privé, une progression de 110% donc, des dépenses. Et par rapport au secteur public, plus 44% donc des dépenses. Regardez également les dépenses selon les actes, si on voit le secteur public et le secteur privé. Et on a segmenté les actes et pour voir un petit peu où va le maximum donc, de dépenses. Et on va constater dans le secteur privé, on est plus dans l'hospitalisation, dans le secteur public, on est plus dans le médicament. Et ça, je pense que c'est une réflexion que nous devrions avoir pour voir un petit peu où le citoyen va dépenser son argent, puisqu'il devient lui-même, si c'était un conseil d'administration dans une entreprise, eh bien le citoyen serait celui qui aura droit de la parole, puisque c'est l'actionnaire majoritaire. Et ça, je pense que c'est une réflexion que nous devons avoir. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand nous analysons le coût moyen par pathologie au Maroc, ce sont les sources de l'ANAM, ce ne sont pas les miennes. Et quand on analyse les coûts par pathologie, vous vous apercevez que dans un certain nombre de pathologies importantes, prioritaires pour notre pays, on dépense plus dans le secteur public que dans le secteur privé. Intéressant. Et regardez, les écarts ne sont pas négligeables, avec un reste à charge au minimum de 31% qui varie entre 31 et 37% de reste à charge, c'est-à-dire qu'on doit payer en plus, même si nous avons une assurance. Et je vous ai mis un certain nombre donc, de pathologies, pas le détail de toutes les pathologies, mais ce qui est entouré en rouge, regardez la part que nous payons dans le public par rapport au secteur privé. Je ne porte pas de jugement. Quel est le meilleur? Il y a de l'excellent dans le public, il y a de l'excellent dans le privé, et il y a certainement du moins bon dans le public et certainement du moins bon dans le privé. Je ne porte pas de jugement de valeur, mais j'analyse un certain nombre donc, de chiffres. Plus intéressant, j'ai calculé les ratios de coûts pour pathologie en fonction des principales pathologies entre le public et le privé. Et quand vous avez un ratio supérieur à 1, cela veut dire que toute chose par ailleurs étant égale, ça coûte plus cher dans le public et dans le privé. Et sur les 41 pathologies, c'est Bobrek le connaît très bien sur les ALD et les ALC, sur les 41, il y en a 25 où le ratio public-privé est supérieur à 1, c'est-à-dire beaucoup plus important. Si vous prenez par exemple dans le diabète, il y a 37% de dépenses supplémentaires dans le public par rapport au privé, toutes choses par ailleurs étant égales, c'est-à-dire la durée moyenne de séjour, le type de diabète, le type de complications, etc. Le reste à charge, ça aussi, ce sont des données officielles qui sont intéressantes donc d'étudier. Regardez le reste à charge dans le secteur public, 31,8%, alors que dans le secteur privé, il est de 37%. En moyenne, nous avons 34%.
Nous ne sommes pas en train de parler des ramédistes, nous sommes en train de parler des personnes ayant une couverture médicale, c'est-à-dire bénéficiaires donc de l'AMO. Et aujourd'hui, moi, je suis ravi, je suis parmi les personnes qui sont ravies que le RAMED soit maintenant géré par la CNSS. Je pense que c'est extrêmement important pour nos citoyens et j'espère qu'ils vont avoir plus accès aux services de santé et avoir un reste à charge, c'est ça ce qui est important, qu'il diminue. Regardez le différentiel cotisation et dépenses. Je pense que c'est Bobré qu'on a très bien parlé et connaît très bien donc le secteur. Voici un petit peu le différentiel entre les cotisations et les dépenses. Et si on continue comme ça, et c'est Bobré qu'on a parlé tout à l'heure, si on continue comme ça, eh bien, le déficit s'annonce dans les prochaines années entre ce que nous contribuons et ce que nous avons comme dépenses donc de santé, avec là aussi notre nécessaire qualité donc de service. L'excédent d'exploitation, ce sont les sources d'ANAM. Regardez, en 2018, entre le secteur public et le secteur privé, 36 milliards donc de dirhams. Et là aussi, c'est un débat, encore une fois, sur le plan légal, au rôle de l'Agence nationale d'assurance maladie, à son positionnement, à ses possibilités donc légales d'agir en tant qu'acteur et régulateur. Ça, c'est un débat plus politique et un débat plus juridique. Alors, voyons le financement actuel de la santé dans le contexte marocain. Et quand on voit les dépenses directes donc des ménages, ce sont les dernières données des comptes nationaux de santé, on pense que le paiement direct des ménages, c'est 45,6%. Eh bien non, ce n'est pas 45,6%, ça ce sont les dépenses hors contribution à l'assurance. Quand vous voyez la contribution à l'assurance maladie, eh bien la contribution directe des ménages, ce n'est pas de 45,6%, elle est plutôt à peu près presque de 60%. C'est-à-dire sur 100 dirhams dépensés, eh bien presque 60 dirhams, c'est du out of pocket. Et donc ça, c'est ça la réflexion importante, c'est ça la priorité, c'est de réduire la participation des ménages aux dépenses de santé avant, à mon sens, le financement qui est essentiel. Mais d'abord, comment réduire donc cette part? Je vous rappelle que l'OMS dit que les dépenses catastrophiques de santé commencent à 10%. Jusqu'à acceptable, c'est 25% des dépenses de santé supportées par les ménages. Et nous sommes bien loin de ce chiffre. Et voici notre évolution de la contribution des ménages depuis 2006 jusqu'en 2018. Ce sont les différents chiffres des comptes nationaux de santé. Eh bien, nous sommes restés, donc nous avons commencé à peu près à 64%. On s'est amélioré. On est content pour notre pays, c'est bien, mais c'est encore insuffisant. Le citoyen continue à contribuer de façon excessive à la dépense de la santé. Les dépenses en santé par habitant, très grande progression. On a progressé depuis 1997 à peu près une progression moyenne de 10% donc par an. Et on est passé de 550 dirhams à 1730 dirhams, ce qui est une bonne chose, mais encore une fois, de façon insuffisante par rapport à l'accès et aux services à qualité. D'ailleurs, quand vous voyez les ressources de l'AMO, c'est-à-dire d'où vient cet argent qui va ensuite être utilisé pour payer les services de santé aux citoyens, vous voyez que, encore une fois, l'acteur majeur, essentiel, reste les ménages avec 43,7%, beaucoup plus que l'État. Bien sûr, l'État fait ce qu'il peut. Il faut encourager, il faut soutenir notre État, bien évidemment, mais ce sont les ménages qui sont le principal contributeur. Et si vous analysez toutes les dépenses qui sont liées en fonction du type d'activité, hospitalisation, médicaments, radiologie, etc., vous vous apercevez encore une fois que dans la majorité donc, des situations, on va se retrouver dans du curatif beaucoup plus que du préventif. On va également se retrouver essentiellement à financer le secteur privé. C'est quand même très intéressant de voir comment est-ce qu'une couverture sanitaire universelle qui doit augmenter l'accès au maximum des citoyens, particulièrement les plus vulnérables, finance essentiellement les dépenses dans le secteur privé. Regardez combien nous dépensons dans l'hôpital public. Quand on prend la manne globale d'argent de la dépense de santé, 6,9% va dans l'hôpital public. C'est quand même dommage. C'est extrêmement important de renforcer l'hôpital public. Je suis un fervent défenseur du rôle important de l'État et de l'hôpital public qui doit rester le socle majeur. Le secteur privé étant important, bien évidemment, mais il doit être complémentaire avec un hôpital fort et un État fort en matière donc, de services de santé, mais malheureusement, la manne d'argent. Un chiffre encore plus important, si vous prenez ceux qui sont bénéficiaires de l'assurance maladie, plus de 80% des dépenses de l'assurance maladie vont vers le secteur privé et non pas vers le secteur public.
Et là, on a la segmentation donc de l'hôpital public par rapport aux cabinets privés, aux cliniques privées, pharmacies et fournitures et biens matériaux et autres. Et vous voyez que la majorité des dépenses va aller vers le secteur privé. Maintenant, l'État, quand l'État est contributeur, où est-ce qu'il dépense son argent? En matière de santé. Et là aussi, vous le remarquez, 70% va dans le curatif. 70% va le curatif, 17,5% va le préventif. Alors que, évidemment, c'est extrêmement important d'investir, à titre d'information, les pays de l'OCDE, la moyenne, on est autour de 78-79%. Nous sommes autour de 17,5%. C'est pour ça qu'il faut renforcer les soins de santé de base, il faut renforcer les centres de santé, il faut renforcer les dispensaires, il faut renforcer les soins de base, l'éducation pour la santé et la prévention. Et lorsque nous investissons 1 dirham dans la prévention, nous économisons 8 dirhams dans le curatif. Donc c'est un rapport de 1 sur 8. Et donc je pense que ça aussi, c'est une réflexion extrêmement importante. Alors au total, avec tous ces chiffres, j'espère que vous n'êtes pas trop embêtés avec tous ces chiffres, mais au total, finalement, notre transition épidémiologique au Maroc, elle est bien mise en place. Sibo Brek, tout à l'heure, a montré le vieillissement, mais nous, aujourd'hui, en 2021, 78% des décès au Maroc sont dus aux maladies non transmissibles. 78%. 8 Marocains sur 10, lorsqu'ils décèdent, c'est à cause d'une maladie non transmissible. Diabète, hypertension, cancer, insuffisance rénale, maladie dégénérative, maladie mentale. Qui coûte extrêmement cher à l'État, puisque les maladies chroniques durent dans le temps, augmentent l'utilisation des services de santé et augmentent l'out of pocket. Et donc ça, il faut en tenir compte dans les politiques publiques, donc de santé. L'inéquité régionale, elle est évidente. Et il faudra corriger les inéquités régionales. Je ne parle pas d'inégalité, mais je parle d'inéquité régionale. Incohérence dans les dépenses de famille. Il n'est pas normal qu'on trouve des dépenses pour un certain nombre de pathologies prioritaires plus chères dans le secteur public que par rapport au secteur privé. Il faut qu'on ait une réflexion à ce sujet et à cet effet. Il faut que nous ayons une comptabilité et j'espère que Sibo Brek, qui est un homme formidable, que je connais bien, j'espère qu'on fera beaucoup de travail sur la comptabilité analytique des actes de soins pour savoir combien ça coûte et combien le citoyen devrait dépenser, aussi bien dans le secteur public que privé. Je ne parlerai pas du reste à charge parce que le reste à charge est trop élevé. Il reste en moyenne quand même à 34% dans le contexte marocain, malgré la présence de l'assurance maladie obligatoire. Alors, est-ce que les dépenses de certaines pathologies prioritaires, est-ce qu'on ne devrait pas les revoir, puisqu'on constate qu'elles sont plus chères des fois dans le secteur public que dans le secteur privé, et qu'il faut absolument revoir cette notion donc, de reste à charge qui nous pose problème dans le contexte marocain. Le quatrième constat, c'est qu'il y a des facteurs de 1 à 15 de différence. Par exemple, on a analysé le diabète de type 2 entre le secteur public et le secteur privé et on s'est aperçu qu'il y a 7 fois plus de dépenses pour la même pathologie, pour la même durée moyenne de séjour entre un secteur et l'autre secteur. Ce n'est pas normal, et aussi bien sur la durée de séjour que sur les médicaments. Et enfin, le dernier constat, ceux qui sont bénéficiaires de l'AMO et qui sont fonctionnaires, on les a comparés avec les bénéficiaires de l'AMO qui sont dans le secteur privé. Et on a évidemment contrôlé pour l'âge, on a contrôlé pour un certain nombre de choses, et on s'est aperçu que la dépense était beaucoup plus importante chez ceux qui avaient l'AMO fonctionnaire par rapport à l'AMO qui sont dans le secteur privé pour le même âge, pour les mêmes catégories. C'est une réflexion qu'on doit avoir et une question. Alors moi, ce que j'ai appelé ça, ce sont les 5 avatars de notre système de santé, si je peux ainsi m'exprimer, et il faudrait les corriger. Le financement du système de santé est important et crucial, mais ce n'est pas, et je le dirai certainement si je le vois, si j'ai le plaisir de le voir cet après-midi, c'est que la problématique de notre système de santé n'est pas uniquement dans son financement. Le financement, c'est un outil important, certes, mais ce n'est pas en augmentant 3 milliards de dirhams de plus pour le ministère donc, de la Santé cette année, dans le budget 2022, que ça va changer fondamentalement dans la nécessaire refonte de notre système donc, de santé. Alors, les effets paradoxaux, j'ai appelé ça les effets paradoxaux, et à mon sens, encore une fois, je peux me tromper, hein, on se trompe souvent, mais il faut accepter de se tromper. Je crois que notre problème, ce n'est pas uniquement donc, le financement. Je pense que je voulais montrer à travers un certain nombre d'indicateurs. Et ces indicateurs sont importants à tenir compte, et le gouvernement doit en tenir compte, c'est très important. Si vous voyez le niveau de satisfaction du Marocain par rapport à son système de santé, il n'est pas insatisfait uniquement par rapport au secteur public. C'est faux, on a les études qui le montrent. Il est insatisfait par rapport au public et même par rapport au privé.
pour des raisons diverses, mais en tout cas, un niveau de satisfaction qui est quand même de 76%. Encore plus important, comment ça se fait qu'il y ait des citoyens vulnérables qui n'ont pas les moyens, des ramédistes qui n'ont rien et qui vont quand même accéder aux services privés? Pourquoi 26% des ramédistes, au lieu d'aller à l'hôpital public, vont dans une clinique privée? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. C'est une question importante, sociétale, qu'on doit se poser. Pourquoi quelqu'un qui n'a rien ne va pas aller au secteur public et va dans le secteur privé? Je n'ai pas de jugement de valeur, mais regardez, voilà les chiffres. 26,8% des ramédistes vont quand même aller vers le secteur privé. Ceux qui ont une assurance privée vont dans le privé, ça me semble normal. Mais ce qui ne me semble pas normal, c'est pourquoi des ramédistes ou une grande majorité de personnes avec la MO préfèrent aller dans le secteur privé que dans le secteur privé. J'ai comparé également les coûts de dépenses d'utilisation des services de santé entre le public et le privé, et nous avons un facteur de 1 à 7 donc de différence entre le public et le privé par rapport à différentes catégories de dépenses. Alors voilà, c'est-à-dire que encore une fois, presque 27% des ramédistes vont accéder aux services privés. Et je pense que ça, c'est difficile, c'est lourd pour l'État, et ça va paupériser nos hôpitaux. C'est-à-dire qu'au moment où on veut augmenter la couverture sanitaire universelle, il faut qu'on augmente les budgets pour nos hôpitaux, c'est-à-dire leur rentrée d'argent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, l'enjeu majeur pour nous, ce n'est pas uniquement le financement, c'est un outil, mais revoir notre politique de santé par rapport à l'offre et que cette offre soit une offre qui réponde aux besoins régionaux. Nous avons besoin de régionaliser notre système de santé parce que les problèmes de santé sont totalement différents. Évidemment, si on me dit qu'il faut que nous créions des agences régionales de santé comme exactement en France, je veux dire, ce n'est probablement pas la réponse qu'il nous faut. Il y a probablement une régionalisation de système de santé. Il y a un modèle marocain qu'on doit avoir de régionalisation qui peut être un mixte entre la France, l'Espagne, l'Allemagne, le Canada ou un nouveau mixte marocain. Mais en tout cas, le système français n'est peut-être pas. Pourquoi c'est important? C'est important parce que nous avons un parcours de soins que j'ai appelé stochastique, c'est-à-dire un petit peu erratique. On peut commencer par le centre de santé, aller dans une clinique, aller au CHU, revenir à un centre de santé, repartir chez le privé, aller chez le public. Tout ça avec des dépenses donc, de santé, avec un parcours de soins qui malheureusement aggrave donc la dépense, aussi bien pour le citoyen que pour l'État. Ça, j'ai donné l'exemple d'une clinique, je vais passer. Mais je terminerai en disant, Monsieur le Président, que refondre le système de santé et refinancer notre système de santé, il y a des prérequis. Il me semble qu'il y a des prérequis. D'abord, si on ne redéfinit pas le rôle du ministère de la Santé et de la Protection sociale, revoir de fond en comble son organigramme, son organisation à l'échelle nationale et régionale, ce n'est pas l'augmentation du budget du ministère de la Santé qui changera fondamentalement notre système de santé et l'accès. Deuxièmement, le budget, bien sûr qu'il faut penser donc au budget, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Les lois, il y a beaucoup de lois à changer. Ce qu'on appelle la comptabilité analytique des actes, et surtout que nous n'avons pas de système d'information intégré. Et je vous félicite, vous à la TGR, vous avez un super système d'info. Mais au niveau de la santé, nous n'avons pas d'information, par exemple, sur le secteur privé. Notre système d'information est un système d'information public. Mais nous devons intégrer le privé si nous voulons connaître le parcours de soins du citoyen marocain, si nous voulons savoir combien ça coûte, si nous voulons que ce soit un parcours de soins coordonné, il faut qu'on ait un système d'information. Ce que j'ai appelé les 10 travaux d'Hercule ou titanesques, bon courage et on est là pour soutenir, on est des démocrates et on soutient notre gouvernement, eh bien je crois que la CSU, la couverture sanitaire, doit être revue dans l'objectif de répondre à des besoins régionaux de santé. Il faut intégrer les déterminants épidémiologiques. Il faut structurer le parcours donc, de soins avec un registre médical unifié. Il y a de beaux exemples en Europe. La France est un exemple intéressant. Il faut intégrer le secteur privé dans le réseau de soins, aussi bien les cabinets médicaux que les cliniques. Il faut impliquer les collectivités locales. Je ne peux pas imaginer la refonte de notre système de santé sans un rôle crucial, important des collectivités locales, les communes et les régions. C'est extrêmement important. Il faut unifier, et ça, ce n'est pas assez beau break que je vais le dire, il faut une caisse nationale d'assurance maladie. Il ne faut pas avoir trop de caisses d'assurance maladie. Il y a des déperditions donc d'efforts, il y a des efficiences, il y a de grandes compétences au Maroc, des femmes et des hommes, et je crois qu'une seule caisse serait largement donc, suffisante. Le rôle de l'ANAM, évidemment. La formation,
des futurs professionnels de santé. Et bien sûr, on a plus de besoins d'infirmiers. Mais d'abord, il faut qu'on améliore la productivité de nos professionnels de santé. Oui, il nous en faut plus, mais d'abord, améliorons la performance de ceux qui existent. Le PPP, bien sûr, le PPP avec des règles, avec un périmètre d'action, c'est important. Et enfin, créer donc j'allais dire, des instances facilitatrices en refondant un certain nombre donc, de choses. Alors, ce que je propose, et je terminerai par ça, il est important de réduire la contribution des ménages. Pour moi, c'est plus important que tout, qu'au lieu que les ménages payent à peu près 60%, il faut que le maximum que les ménages doivent payer pour les dépenses santé, c'est 25%. Que l'État augmente sa contribution, que les collectivités augmentent leur contribution et qu'il y ait un fonds de solidarité qui complète. Ce n'est pas facile, évidemment, mais je crois qu'avec le chantier royal, le soutien de Sa Majesté, je pense qu'on peut y arriver dans les prochaines années. Mais pour ça, il ne faut pas uniquement donc de l'argent, il faut de la volonté, mais surtout, je terminerai par ça, du courage politique. Merci beaucoup.